Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Tom Crew, auteur de La Vie Nouvelle, traduit par Étienne Gomez. C'est un premier roman publié aux éditions Christian Bourgois. Premier roman également pour Khashayar Kabouchani, auteur d'American Boys, publié chez De Noël et traduit par Charles Bonneau. Charles Bonneau qui nous fait le plaisir d'assurer aussi l'interprétation de cette rencontre. Nous sommes également avec Jordan Tanahill. Infrason, c'est un deuxième roman, traduit par Fabrice Pointeau et publié au Seuil. Deuxième roman aussi pour Justin Torres, auteur de Blackout, publié aux éditions de l'Olivier et traduit par Laetitia Deveau. Bonjour à tous les quatre et grand merci à Valentine, Arnaud, Audrey et Charles pour l'interprétation. Et on va commencer cette rencontre, si vous le voulez bien, en remontant le temps, puisque c'est une des grandes forces de la littérature, la capacité qu'elle a à nous faire voyager dans le temps et nous faire vivre 1000 autres vies que la nôtre. Alors, c'est une banalité de le dire, mais c'est en même temps tellement réjouissant. Tom, dans votre roman, on est à la fin du 19e siècle, et deux hommes, Henry et John, vont décider de travailler ensemble à l'écriture d'une étude historique de l'homosexualité depuis la Grèce antique. Alors, Tom, vous avez fait une thèse en histoire. Et pendant un moment, je crois, vous avez pensé que vous alliez avoir une carrière universitaire. Et puis, cette ambition d'écrire un roman, puisque dès l'âge de 6 ans, quand il fallait dire à l'école quel métier on voulait faire, eh bien, Tom écrivait écrivain. Cette grande envie est revenue. Elle est revenue accompagnée de l'envie d'écrire sur l'expérience de vivre en tant qu'homosexuel à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu la découverte de l'homme qui allait inspirer le personnage de John. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Tom, la genèse de ce roman? Comment est-ce que votre envie de parler du 19e siècle en particulier est venue rencontrer ce personnage qui vous a lancé dans l'écriture de ce grand roman? As you say, I had the ambition of writing about gay experience at the end of the 19th century, when in Britain it was illegal to be gay, punishable by 2 years hard labour. And I think when one is thinking about that moment in history in Britain, the figure of Oscar Wilde dominates our vision, this great tragedy, this great martyrdom. And I was reading about Wilde, and I started to think, well, what's at the edges of this picture? What would we see if we pushed Oscar Wilde out of the centre, and what would be left behind? And what I discovered was this early gay rights movement, this figure of John Addington Symonds, and I was really struck by the fact that he was making such modern arguments for why homosexuality should not just be legalized but should be tolerated. They were in fact much more modern than the arguments that eventually prevailed in Britain in 1967, because he was basing his arguments on the dignity of the individual, whereas in 1967 what politicians eventually decided was we can let these men do what they want to in private. So he was just a very modern figure and a much more interesting figure to me than Wilde, because Wilde lived a gay life but never made any arguments that we are aware of about homosexuality or spoke about what it meant to be a homosexual in Britain at that time, whereas John Addington Symonds did both. So I found him a very attractive figure and thought, surely I can work with him in a novel. He felt novelistic to me. Alors effectivement, vous l'avez très bien dit, j'avais cette ambition de d'écrire sur ce qu'est une expérience homosexuelle à la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne, sachant qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, c'était illégal, c'était criminalisé et puni par 2 ans de bagne. Et donc bien sûr, cela nous amène à Oscar Wilde, martyr quelque part de la cause gay et qui a vécu cette grande tragédie. Et donc j'ai commencé à me faire des recherches sur Wilde, à lire, et je me suis demandé ce qui se passerait si on décentrait le tableau. Quelque part, je voulais savoir ce qu'il y avait en dehors du cadre, parce que Wilde occupait la scène, et je me demandais ce qu'il y avait dans les coulisses.
Et c'est là que je suis tombé sur John Addington Symonds. Et j'ai été très impressionné par la qualité des arguments qu'il avançait, par leur modernité. En réalité, les arguments avancés pour décriminaliser l'homosexualité, chose qui a fini par arriver en 1967 en Grande-Bretagne, étaient bien plus modernes que ce qu'a retenu le législateur en 67, en plein XXe siècle, où finalement l'idée de base c'était qu'on pouvait laisser faire ces hommes ce qu'ils voulaient, du moment que cela restait dans le cadre de leur vie privée. Et j'ai trouvé que Symonds était en fait plus intéressant que Wilde, parce que Wilde, certes, a vécu une vie homosexuelle, mais en réalité, il ne s'est pas exprimé à ce sujet et il n'y avait pas d'argumentaire en faveur d'une vie homosexuelle. Alors qu'avec Addington Symonds, je trouvais justement tout cet intérêt intellectuel. Donc je me suis dit que c'était là un personnage tout à fait attirant et qui en plus avait un caractère romanesque que je comptais bien mettre à profit. Et donc, John et Henry vont se lancer dans cette grande entreprise. Peut-être un mot du titre de votre roman, La vie nouvelle, puisque je crois savoir que votre roman s'est longtemps appelé Inversion. Alors forcément, cela évoque ce terme utilisé au 19e pour parler de l'homosexualité, mais ça dit aussi quelque chose de la structure de votre roman et de la façon dont finalement le couple de Henry et le couple de John se répondent un peu, ou bien en tout cas sont comme en miroir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier titre, Inversion, et de comment est-ce que finalement vous avez décidé d'appeler votre roman La vie nouvelle? This is a great question, thank you. I had the idea for this novel. As I say, I was trying to find my way in, and I had come across the figure of Symonds, but I was still thinking, well, what do I do with this man? How do I make him? How do I create a plot out of this man's life? And I had this real flash of inspiration. I just climbed a flight of stairs, and it just hit me that I remembered that he had begun to write this book with this other man, Havelock Ellis, who was married to a lesbian. So we had this gay man married to a straight woman, and him teaming up with a straight man who was married to a gay woman. And it was the fact that these were mirror opposites, that this was an inversion, and it all just seemed so neat to me that we had inversion meaning homosexuality, but also capturing this strange relationship. And maybe I'll let you say that now. Save your breath. Merci beaucoup, c'est vraiment une excellente question. Alors oui, effectivement, j'avais trouvé mon personnage, mais je cherchais toujours une clé d'entrée. Je ne savais pas en fait comment transformer Symonds en intrigue. Et je me souviens très exactement du moment Eureka. Je venais de gravir des escaliers et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose, à savoir qu'il y avait là une structure en miroir, une inversion. En effet, Symonds s'est donc associé à Havelock Ellis, et Havelock Ellis était marié à une lesbienne, alors que Symonds, lui, était un homme homosexuel marié à une femme hétérosexuelle. Donc on avait là une inversion qui structurait ce tandem, Symonds et Ellis, et comme quelque chose qui était en miroir. Donc à ce moment-là, les pièces du puzzle se sont toutes mises en place et je me suis dit que je tenais mon intrigue. And then it became much more of a, not completely consciously, somewhat unconsciously, this theme of inversion, this mirroring, became a structuring principle for the novel. So both marriages have a third person in them. There is a gay affair in both marriages. John is having a love affair with someone called Frank. Henry's wife, Edith, is having a love affair with someone called Angelica. Both Henry and John have a best friend, a gay best friend who is advising them not to do the thing that they are doing. And there are lots of scenes which play backwards, as it were. And that most readers have never noticed these. They're probably just for my own enjoyment. But there are moments where we see things twice, but reversed. So I was having a great time with this, thought Inversion was a really fun title. And then my agent said, 24 hours before he submitted the book to publishers, he said, I just don't like this title. I don't like it at all. It's depressing me. And so he thought it was a very negative word, inversion, and also that it had something sci-fi about it, like the film Inception. So
and he said, what about a new life? There is this society in the book called The New Life. And I said, what about the new life? And that seemed to the conversation was as simple as that. And that came the title because it expresses something fundamental about the book, which is that men and women in the book are searching for a new way of living in the world and a better way of, seeking for a better world. So it captures what I hope is a fundamental optimism in the book, even if the journey is difficult. You won't hear from me again. De fait, Inversion est devenu consciemment ou inconsciemment un principe structurant de ce roman. Il y a 2 mariages. Dans chacun de ces mariages, il y a une 3e personne. John a un amant qui s'appelle Frank. Edith a une amante qui s'appelle Angela. Et donc, ils ont chacun aussi un meilleur ami qui est de bons conseils qu'ils ne suivent évidemment jamais. Et donc, il y a des scènes qui sont également en miroir, c'est-à-dire qu'on a dans le livre, et je suppose que je suis peut-être le seul à sourire en coin en me souvenant de cette structure, il y a donc des scènes qui se répètent 2 fois, mais elles sont à l'envers. Donc, il y a une symétrie dans le livre. Donc, j'étais vraiment tout content de mon titre Inversion. Je m'en félicitais quand, 24 heures avant la parution de l'ouvrage, mon éditeur m'appelle et me dit « Mais ça ne va pas du tout ce titre, il faut absolument changer, je trouve ça complètement déprimant, il y a des connotations négatives, et puis on pourrait penser que c'est de la science-fiction, et ça fait penser au film Inception, etc. » Et c'est comme cela, au cours d'une simple conversation, que nous nous sommes mis d'accord sur The New Life, la vie nouvelle, qui en effet reflète un aspect fondamental de ce roman, parce qu'on y trouve des hommes et des femmes qui sont en train de chercher, d'explorer des manières de mieux vivre dans le monde dans lequel ils vivent, de le transformer en monde meilleur. Et donc quelque part cet optimisme fondamental est quelque chose qui a marqué ce roman et qui fait que le titre est bien trouvé. Jordan? Well, I think there's something very familiar about the idea of having a private title for a project before we have a public title that ultimately is published. I'd be curious to know if you guys also had private titles, but there's also feels something kind of queer about that as well, like this kind of private code of this sort of secret language that the writer speaks only to themselves. But yeah, I just wanted to. Je pense qu'en tant qu'écrivain, on peut s'identifier. C'est assez courant d'avoir pour soi-même un titre privé, intime de l'ouvrage qui prendra un titre public par la suite. Et puis il y a quelque chose de très queer là-dessus. C'est comme de parler un langage secret entre nous. Et on va en parler. Vous nous donnerez peut-être vos titres secrets, sachant qu'il y a le titre de travail, il y a le titre dans la version originale de vos romans, et puis il y a le titre en français qui parfois est encore différent, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Justine, il y a une étude aussi au cœur de votre roman, initiée une 30aine d'années après l'entreprise des personnages de Tom. Et c'est une étude qui est à l'origine de ce roman Blackout, je crois. C'est un livre que vous avez découvert par hasard alors que vous travailliez dans une librairie anarchiste à San Francisco. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes tombé sur cette étude et comment est-ce que vous avez décidé de vous en emparer? Comment est-ce qu'il vous est apparu évident qu'il vous fallait en faire une matière littéraire? I was working in this bookstore, and somebody brought in a box of books, and in that box of books was this. It's called Sex Patterns: a Study in Homosexual Patterns. Sex Variants: a Study in Homosexual Patterns, and it was absolutely captivating. These kind of first-person vernacular testimonies that these people, 40 men and 40 women, came forward and offered, and they were photographed, and their anatomy was measured, and it was this sexology mixed with eugenics, mixed with these weird pseudo-Freudian ideas, and I was obsessed with it. It's the kind of thing that you know about queer history in vague ways, and I think when you stumble upon the archive, something happens. What's interesting, listening to Tom. Actually, I'll pause there. Eh ben oui, en effet, je travaillais dans une librairie à l'époque, et puis quelqu'un a apporté une caisse de vieux livres, et parmi ces livres, il y avait cette étude. Donc c'était un livre qui s'appelait les variantes sexuelles, une étude de l'homosexualité.
à peu de choses près. Et j'ai trouvé ce livre captivant parce que c'est une espèce de collection de témoignages à la première personne, écrits dans le vernaculaire de l'époque, donc des années 1930, où on avait 50 femmes et 50 hommes qui ont été interrogés sur leur sexualité, qui ont été photographiés, dont l'anatomie a été mesurée. Et donc c'est un espèce de mélange de sexologie, de pensée eugéniste un peu, et de pseudo-pensée freudienne. Et je suis devenue obsédée par ce livre. Et je me suis dit que ça m'apprenait quelque chose sur cette période historique. Et c'était donc en tombant par hasard sur ce texte que vraiment j'ai eu l'envie d'écrire le roman. But yeah, what was interesting listening to Tom was that a lot of these, because the study was a kind of cross section of queer community in New York in the 1930s, and the people were from various backgrounds and various ages, some of the kind of older participants used the language of inversion. They referred to themselves as inverts, right? They were this kind of turn-of-the-century figures. And then there's the younger people who are using the language of homosexuality or queerness. And the 1930s, it's a really fascinating moment when ideas of queerness are still kind of taking shape. And a lot of what this study does and what happens after it kind of comes out in the world, and it was hugely successful. It was meant for only a medical audience, but queer people found out about it, and they're like, oh, I want to read this. And they secretly got copies of it, and it just kept getting published and published. And I think that what happens in the moment after that is that they start to define themselves in response to this kind of pseudoscientific language. And this is a kind of constant, I think, in queer history, which is there's this pathological determination, and then there's the self-identification in response to that. Et ce qui est très intéressant donc, dans cette étude, c'est qu'elle contenait vraiment toute une collection de points de vue très divers qui représentaient la communauté queer à New York dans les années 30, avec des gens de différents milieux sociaux, de différents âges. Donc on voit des personnes plus âgées qui, comme disait Tom, parlent d'inversion, qui parlent d'eux-mêmes en disant qu'ils sont invertis. Et on a des gens plus jeunes qui se définissent comme homosexuels ou comme queer. Et vraiment, les années 30, c'est une période qui m'intéresse parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'une certaine conscience queer a pris forme d'une certaine manière. Et l'étude, donc, qui était partie pour être une étude adressée à un public médical, a été un énorme succès. Et les personnes queer en ont entendu parler et ont eu envie d'avoir ce livre et se le sont achetés. Le livre a été un gros succès, il a été réimprimé et republié. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre comment les gens, finalement, à partir de ce livre, se sont définis eux-mêmes leur identité en tant que personnes queer. Et que donc, à partir d'un discours qui était pathologisant, qui définissait comme ça cette pathologie, les gens s'en sont emparés et ont construit en réaction leur identité queer à partir de ça. Tom, you... I would just say that my two characters are writing a book which is based on a real book that exists, which is doing exactly this same thing in the 1890s, and is a collection of first-person testimony about being gay that was written in the 1890s, men and women. And I had the same experience of reading it and being completely fascinated, feeling like it was giving me access to a life, to worlds that I was not aware of. So my character's project is at the beginning of your character's project, and John Addington Symonds was actually the first person to use the word homosexual in English, I think in 1879. So it's really great to have this different genealogy of queer expression and self-understanding, which actually gets us away from some of the kind of traumatic repression and despair and celebrates something more positive and exploratory. Oui, cela m'interpelle vraiment parce que John et Henry ont entamé un projet qui était à peu près celui-là dans les années 1890. Leur ouvrage, également à visée médicale, était quelque chose donc, qui rassemblait des témoignages écrits à la première personne, d'hommes et de femmes.
Et pareil que vous, Justin, quand je suis tombé sur ce livre, j'ai été absolument fasciné. C'est comme si on me donnait accès à un monde qui m'était inconnu. Par ailleurs, j'aimerais aussi dire que Simmons a été le premier à utiliser le terme homosexuel en anglais. C'était en 1879. Et donc, je trouve fascinant de voir qu'il y a là différents courants généalogiques, différentes traditions, où, à travers l'élaboration d'un vocabulaire, on aboutit à une meilleure compréhension des queers par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui, en fait, s'écarte de l'expérience traumatique, de l'expérience désespérante d'être homosexuel à une époque où ce n'était pas licite. Peut-être rapidement, Justin, si vous pouvez nous dire, et on y reviendra plus tard à la forme de votre roman, qui est vraiment extrêmement intéressante, et il faut qu'on en parle, mais peut-être un mot très rapide de la façon dont, à partir de cette étude, où vous avez envisagé, je crois, à un moment, d'écrire une fiction historique, et bien finalement, comment est-ce que tout ça s'est transformé en une longue conversation, une longue discussion qu'ont deux personnages dont vous allez nous parler, entrecoupés d'archives. Encore une fois, on parlera de la forme, mais comment est-ce que, à partir de cette étude découverte qui vous a fasciné, le chemin s'est fait pour que vous décidiez d'écrire un livre et d'écrire Blackout? Yeah, I'm just really terrible at writing historical fiction. Like, I can't do it. I tried. I wanted to write something set in the 1930s at first, and it seemed like a cell phone was about to go off in every scene. Like, it didn't work. And so I started to think about, well, how can I talk about trying to reach history and kind of constantly bumping up against these erasures and these blackouts, the difficulty actually of engaging with the queer archive, because it's something that actually wasn't constructed to celebrate queer life, right? So the book kind of becomes a conversation between a younger man and an older man. He's on his deathbed, and together they kind of resurrect the story of this medical study that happened in the 30s. But it's set in this kind of contemporary moment. Oui, alors en fait, il faut savoir que je suis absolument nulle pour écrire de la fiction historique. Et Dieu sait que j'ai essayé. Je voulais au départ écrire un roman qui se passait dans les années 30, mais c'était tellement raté qu'on avait toujours l'impression qu'il y avait un téléphone portable qui allait se mettre à sonner à n'importe quel moment. Et donc, j'ai essayé de penser plutôt à comment utiliser des personnages contemporains qui essayent d'accéder à cette histoire, et donc qui essayent d'aller à l'encontre de l'effacement, du blackout, de la censure qu'il y a eu sur cette pensée queer, et pour montrer aussi la difficulté qu'il y a à essayer d'entrer en contact avec les archives qui parlent de l'histoire queer. Donc, et surtout avec des textes qui auraient plutôt un versant positif sur cette histoire. Donc j'ai imaginé de créer cette conversation entre deux hommes, un homme plus jeune et un homme plus âgé qui est donc sur son lit de mort, et qui ensemble dans leur conversation vont essayer de ressusciter cette histoire et de retrouver la manière dont cette étude a été écrite dans les années 30. Et on en parlera évidemment à la fois de ces deux personnages et de la construction de votre roman, mais vous parliez l'un et l'autre, Tom et Justin, de ces témoignages qui vous avaient marqué, des mots que posaient les gens sur ce qu'ils vivaient. Kachayar, votre narrateur, K, lui, il ne met pas de mots au début sur son désir. On assiste à la naissance, à la découverte de son désir dans votre roman. American Boys, c'est le titre dans sa traduction française. Son titre original est I Will Greet the Sun Again. Je saluerai encore le soleil, des mots que l'on retrouve au tout début de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce titre original, peut-être du titre secret que vous aviez quand vous travailliez dessus, et finalement de ce qu'ils disent du récit de votre narrateur, de K. I'll do the secret title because Jordan, you remind me. At first I thought, oh no, it's always been that, but it comes from the same poet, Farouk Farrokhzad, but it's a much more, the title speaks to me even more than the current one. And the title is a line from one of her poems, and in English it's Love in Blue.
Alors, au début, j'ai cru que je me souvenais pas que j'avais eu un titre secret moi aussi. Je pensais que j'avais toujours eu le même titre pour ce texte. Et en fait, si, il y avait un titre secret qui était un autre vers de la même poétesse. Sorry, I can't remember the name of the poet. Farouk, la poétesse iranienne Farouk, et qui a un titre qui me parlait encore plus. Et le titre, c'était donc Love and Blue, Amour et bleu. But similar to Jordan's or to Tom's agent, I was told it was too melancholy or too depressing. But I find water and the ocean plays a big role in the novel, and also one of the most important scenes to me takes place in water. And so this idea of, yeah, if blue signifies, well, there's also that French film, the queer French film, the love, the blues, yes. So maybe subconsciously I was also inspired by that. But I think those two things really go hand in hand for me, but I wasn't able to choose that title. So here we are. And then Charles chose American Boy, so I'm not going to talk about that. Et en fait, donc, il m'est arrivé la même chose qu'à Tom, c'est que mon agent a trouvé que le titre était trop mélancolique, trop déprimant, alors que c'est un titre important pour moi parce que l'eau et l'océan jouent un rôle très important dans le roman, en particulier l'océan. Il y a une scène que j'aime beaucoup, une scène importante qui se passe à la mer et dans les vagues. Et puis il y avait aussi le titre anglais du film La vie d'Adèle, qui est Bleu est une couleur chaude. Bleu est une couleur chaude. Donc c'est peut-être ça qu'il avait dans un coin de sa tête. Et voilà, ces deux titres finalement marchent main dans la main. Et quant à American Boys, c'est pas lui qui l'a choisi. Bon, c'est moi, mais en fait c'est pas tout à fait moi. C'est l'éditrice française et son traducteur l'ont choisi, donc il préfère pas en parler. American Boys, c'est aussi le titre d'un chapitre, c'est le chapitre 3 qui s'appelle de Petits Américains, et vous allez nous raconter avec vos mots qui est K, qui grandit avec ses deux frères, et qui a des parents qui sont iraniens, et c'est le père quand il les amène au KFC et qu'il les voit comme ça avec les doigts gras qui dit vous, en rigolant, vous êtes des vrais petits Américains, et c'est le narrateur aussi qui, quand il se retrouve à côté de sa bicyclette, de son vélo flambant neuf, dit je me sentais comme un vrai petit Américain, celui que je rêvais d'être. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots, nous dire qui est K, qui est le narrateur donc? Why do I get the hard questions? No, these are great. These are great questions. Yeah, I think it's such a hard question because I think the honest answer is I'm still asking myself who Kay is as a character, and yeah, and to Justin and Tom's point, and these studies that happened, I think of queerness. For Kay, it's this interesting thing to speak to his queerness where he both wants to have awareness around it, but there's also this, and I know this is true because I feel emotional talking about it, is that there's also something really special and precious not to have awareness around it. And to me that feels similar, like an act of resistance to say, this is who I'm choosing to love in this moment, and perhaps it doesn't have to be called anything or be known to the world. The novel takes place in an apartment building, and that's for him who Kay is he's a accumulation of the people he's around. So his brothers and Johnny and his mother and even his father, who at times can be violent. He's sort of absorbing these different parts from the people around him. Donc, je me demande pourquoi c'est moi qui me récupère toutes les questions difficiles, même si, bon, non, en fait, arrêtez, c'est une très bonne question. Et si c'est une question difficile, c'est parce que la réponse, honnêtement, c'est que je me demande encore qui est Kay en tant que personnage. Et pour revenir à ce que disaient Tom et Justin sur les études de l'homosexualité, la question de la conscience, en fait, est vraiment importante et ça m'émeut encore d'y réfléchir et d'en parler, puisque d'un certain point de vue, Kay a envie d'avoir conscience et de ce qu'il ressent et de pouvoir mettre des mots dessus. Et en même temps, c'est précieux de
que la chose, que le sentiment, son désir n'ait pas encore de nom et ne puisse pas forcément être décrit. Et finalement, c'est un acte de résistance de dire je choisis d'aimer cette personne et de dire les mots de cette façon. Kay, il habite dans un immeuble et quelque part, l'identité de Kay, c'est l'accumulation de toutes les personnes qui vivent avec lui, de son entourage, que ce soit ses frères, Johnny donc, qui habite dans son immeuble, sa mère et même son père, malgré la violence dont il peut le faire preuve parfois. Et on va parler évidemment de justement ce sur quoi il ne met pas encore des mots. Vous racontez la découverte de son désir, la première fois qu'il se masturbe et qu'il est surpris que ce soit le visage de Johnny qui lui vienne à l'esprit, Johnny qui a 3 ans de plus que lui. J'ai une question, mais vous allez encore dire que c'est une question difficile. Kay, ses frères s'appellent Justin et Sean, et lui est en colère contre son père contre ses parents qui ne lui ont pas donné un prénom de vrai petit américain. Il demande à ce qu'on l'appelle Kay parce que son prénom c'est le nom d'un roi perse. Je vous lis. Notre premier souverain, le plus grand, même si moi je n'ai jamais ressenti ni la puissance ni l'importance d'un roi. Au contraire, chaque fois que Baba prononce mon nom, j'ai envie de disparaître, honteux, de tourner le dos à quiconque risquerait de l'entendre. Le nom de ce roi, c'est Kashayar, et je me demandais si votre personnage s'était toujours appelé K. Well, it's great to be in France where people aren't afraid to actually talk about the masturbation scene. Ce qui est formidable quand on vient en France, c'est que les gens n'ont pas peur de parler de la scène de masturbation. And yeah, he's surprised to. I'm going to avoid the second part of the question and answer the first part of the question. He's afraid to. He's surprised that Johnny comes to mind because in the environment that Kay is growing up in this Iranian Islamic household, and this is still something that shocks the shit out of me today, which is like he can't even conceive of the language of queerness, of gayness, of homosexuality. He's only aware of it as a tool of violence. And so much so that he's removed from himself. I remember the first time I explored that part of my sexuality, I was using those same epithets to call myself that. So referring to myself with those same insults. It was so ingrained in my psyche and in my language. And so I think he's shocked to have this person come up because nobody in the environment said that would not only be okay, but that it was even a reality that it could happen. Donc je vais commencer par éviter la deuxième partie de la question. Donc s'il est surpris d'avoir le visage de Johnny qui lui vient à l'esprit quand il se masturbe, c'est aussi parce que dans l'environnement où il a grandi, qui est donc une famille iranienne, une famille musulmane, on ne peut même pas imaginer qu'il y a un langage pour parler de l'homosexualité, pour parler du queer. C'est un langage qui en fait ce sont des insultes, en fait, c'est un outil de violence. Et donc, c'est pour ça qu'il est surpris. Et moi-même, quand j'ai commencé à explorer cette partie de ma sexualité, c'était des épithètes que je m'appliquais, ces insultes, en fait. Je les dirigeais contre moi-même parce que c'était vraiment inscrit dans ma psyché et dans mon langage. Et il est choqué donc voilà, d'avoir le visage de Johnny qui lui vient parce que personne autour de lui ne lui a même dit que ça pouvait être une réalité, que ça pouvait être autre chose qu'une insulte. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la deuxième question. En fait, c'était juste pour me faire une transition avec Jordan. C'était pas tellement pour interroger la part finalement et autobiographique et de fiction, parce que finalement à la lecture on s'en fiche en réalité, mais c'est parce que Jordan, au moment de la sortie de Liminal, votre premier roman en France, vous disiez, c'était dans le journal Métro, que vous adoriez comment, je vous cite, l'autofiction en roman permettait de creuser une psyché plus que toute autre forme d'art. Et donc je voulais savoir ce que vous aviez découvert dans l'écriture justement de ce premier roman, et en quoi est-ce que finalement la littérature permet d'aller encore plus loin dans ce qu'on a envie d'exprimer de soi, ou ce qu'on n'imagine pas encore pouvoir exprimer de soi. Well, it's actually my second novel in France. But it's definitely it's my first with Le Sol, and I'll answer your question a little bit sort of sideways insofar as I come from
the world of theater, which is, of course, full of queer stories. So it's ultimately a very external form. It's a form of action and events unfolding in real time, often with an ensemble. And the intense interiority of the novel is a very, ultimately very private and intimate experience that I think is unique to the novel. And with this particular story, with Infrason, with the listeners, this form, I mean, I actually initially tried experimenting with this story as a play, and ultimately found my way into the story through the subjective, needing to bring to life the subjective experience of Claire, which, you know, obviously Claire is she's not a man, she's a woman. She's 40 years old, a bit older than I am, but it was also, to some extent, to your point, at times an act of self-portraiture in writing her as a character. To some extent, writing her subjective experience was a kind of act of self-portraiture to a degree, and a kind of excavation of sentiments which were often, I suppose, quite queer in nature. Petite précision, en fait, il s'agit de mon deuxième roman publié en France. Pour répondre à votre question, je dirais que ce qui est important de savoir, c'est que moi, je viens du théâtre au départ. Je suis dramaturge et comme chacun sait, dans le théâtre, il y a énormément d'histoires queer. Mais le théâtre, en fait, c'est une forme d'art qui est relativement externe, où tout se passe en temps réel, où il y a une conjonction d'événements et un effet chœur, un chœur de différents acteurs qui jouent ensemble, tandis que le propre du roman, c'est cette intimité, c'est un point de vue beaucoup plus intériorisé. Et dans ce roman, The Listeners, qui a été traduit, le titre a été traduit par Infrason, au départ, j'ai essayé d'en faire une pièce, mais ça n'a pas fonctionné, car j'ai trouvé que le roman était un format qui se prêtait beaucoup plus à ce point de vue, à cette expérience très subjective de mon personnage qui s'appelle Claire. Alors c'est une femme d'une quarantaine d'années, elle est à peine plus âgée que moi, et pourtant, le fait d'explorer ce personnage par le biais du format romanesque, ça a été quelque part un autoportrait, et aussi un petit peu comme une fouille archéologique de notre communauté queer. On ne s'est pas compris parce que je parlais de votre précédent roman quand je parlais d'autofiction, mais j'arrive à Infrason tout de suite. Vous racontez effectivement l'histoire de Claire. Le roman commence, elle n'arrive pas à dormir, elle entend comme un bourdonnement dans ses oreilles, un bourdonnement que ni son mari, Paul, ni sa fille, Ashley, n'arrivent à entendre. Alors elle erre dans la maison à la recherche de l'origine de ce bruit, et puis elle se retrouve à sortir dans la rue, pieds nus, en chemise de nuit, parce qu'elle est obsédée par ce bruit, par ce son qui l'obsède et qui va l'obséder de plus en plus les jours passant. Les gens autour d'elle qui ne l'entendent pas vont commencer à la penser folle, et elle aussi va commencer à se penser folle jusqu'à ce qu'un de ses élèves vienne la voir et lui dise que lui aussi entend ce bruit, ce bourdonnement. Ils vont aussi trouver d'autres personnes qui l'entendent, ils vont former un groupe qui va se réunir de plus en plus régulièrement. On peut lire sur la 4e de couverture de ce livre, Jordan, que cette histoire est inspirée d'un fait réel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fait réel, mais surtout, ce qui me paraît le plus intéressant, ce qui vous a fait vous dire qu'il vous fallait vous en emparer pour en faire un roman? Qu'est-ce que ce fait que vous avez découvert, quel qu'il soit, vous permettait d'explorer, qui était déjà, j'imagine, quelque chose en vous? Yes, so thank you. The story is based on true events that unfolded not far from where I grew up in Ontario, in a town called Windsor, Ontario. There is a real phenomenon there called the Windsor hum, which was essentially this low vibrating noise that people would report that would cause them often physical symptoms, nosebleeds and headaches, insomnia. People would say it would rattle their dishes in the sink or panes of glass. And I was fascinated by how oftentimes only one person would hear this in a family or even on a street, a kind of isolating effect.
this created. And in terms of what appealed to me about this, a few things. One is, yes, both this idea of sort of doubting one's own bodily symptoms or experience, this idea of the kind of isolation that creates, both with oneself, but also within a family or within one's community. And ultimately, it becomes a kind of story of obsession for Claire, who is our protagonist, who experiences this. And I think there's something perhaps, well, I'm not sure if it's innately queer, the narrative of obsession, but certainly in this case, for me, I'm definitely exploring sort of experiences that I've had around the desire to know, I mean, ultimately, Claire's journey is also one of pleasure and kind of the sublime, and the obsession with seeking those things in her life. That for me, there's a way in which that transgression that occurs in the novel feels quite queer, I suppose. Alors, merci de cette question. Vous avez tout à fait raison, ce roman, à la base, se fonde sur des événements qui sont véritablement arrivés dans l'État de l'Ontario, pas loin de là où j'habite, dans une ville qui s'appelle Windsor. Et d'ailleurs, on fait référence à ce bourdonnement comme étant le bourdonnement de Windsor. Il s'agit d'un bruit d'assez basse fréquence, et lorsqu'on l'écoute à la longue, ça engendre des symptômes physiques. Par exemple, une épitaxie, donc des saignements de nez, des maux de tête. Et puis, on voit souvent l'effet du bruit dans la réalité physique, les carreaux qui vont vibrer ou la vaisselle dans le lavabo qui va vibrer. Mais ce qui est important aussi, c'est ce sentiment d'isolation, d'isolement que cela engendre. Et c'est ça que j'ai souhaité explorer, parce que cet isolement, on le constate par rapport à soi, mais également par rapport à sa propre famille. Mon personnage, Claire, est isolée d'elle-même, de sa famille, de sa communauté. Alors je ne dis pas que cette obsession qui s'est emparée de moi est spécifiquement queer, mais effectivement, j'ai souhaité explorer cette expérience. Et cette expérience du désir, Claire est en quête de plaisir, elle est en quête du sublime, et cette quête est quelque part une transgression, et peut-être que justement la transgression, c'est quelque chose de très queer. Justement, par rapport à cette littérature queer, vous employez le mot au moment de la sortie de vos précédents livres. Un journaliste vous posait la question de comment vous perceviez cette étiquette de littérature queer, et vous lui répondiez à ce moment-là que vous l'acceptiez fièrement et que tout ce que vous écriviez était de toute façon de la littérature queer, parce que vous voyez le monde à travers ce filtre. Quand bien même il n'y aurait pas de personnages queer dans vos romans, le fait même que ce soit vous qui les écriviez traduise une certaine vision du monde, une façon de raconter. Qu'est-ce que, selon vous, ce roman, Infrason, a de plus queer ? For me, it's on one hand, there's, I think, this tradition of storytelling that I feel like the book is somewhat situating itself within. I was deeply inspired by Todd Haynes' film Safe, and I feel like even in theater, I'm interested in queer playwrights, gay playwrights who have these heroines, who they're kind of in some ways creating these sort of forms of self-portraiture through. I mean, I think Safe is a wonderfully queer kind of subversive film in its kind of exploration of sort of ennui and a kind of unnameable need and desire. And I think something similar exists within the listeners. I mean, Claire ultimately has this kind of transgressive relationship with this student, which is kind of unnameable. It's an intimacy that is neither necessarily purely sexual, or it's friendship. It's also kind of mentorship. It's familial in certain ways, and they ultimately find themselves in this community of people who are also seeking both a kind of spiritual experience, but also a bodily experience with this hum that pushes them to a kind of almost like Bataille-like limit experience. It's sort of this like shattering of the self that they experience in the book. And I find that is something I deeply relate to, this kind of
this pursuing of an experience or a desire that threatens to be self-obliterating. Ce qui est important pour moi, c'est la tradition du conte. Et c'est dans cette tradition que mon livre s'inscrit. Et j'aimerais faire référence à un film qui s'appelle Safe de Todd Hayes, parce qu'il y a quelque chose d'éminemment queer dans cette tradition-là. Et moi, j'admire beaucoup les dramaturges qui, au théâtre, font quelque part un autoportrait par le biais de leurs héroïnes, des femmes, de leurs personnages féminins, et ça permet d'explorer ce sentiment d'ennui, ce désir indicible. En l'occurrence, mon personnage Claire transgresse les codes, les normes sociétales via cette relation qui l'unit à son étudiant Kyle. Ça n'est pas exactement une relation de nature sexuelle, c'est plus une amitié, c'est un lien presque familial. Elle joue les mentors vis-à-vis de son étudiant. Et puis par la suite, les deux commencent à faire partie d'un groupe, une espèce de secte. Et ce groupe-là est à la recherche d'une expérience aussi religieuse que corporelle. Et cette expérience, quelque part, est une expérience limite qui confine au fractionnement de soi. Et moi, je m'identifie complètement avec cette expérience queer, cette quête du désir qui peut confiner à l'oblitération du soi. On est passé ces 45 dernières minutes du 19e au 21e siècle. Tom, votre roman, et je pense qu'on l'a compris dans les échos qu'on a pu trouver dans les échanges qu'on a eus après nos premiers échanges, c'est que votre roman parle aussi évidemment d'aujourd'hui, et c'est ce que vous vouliez, qu'il résonne, qu'il interroge nos choix et nos actions politiques. Comment est-ce que vous avez pensé la vie nouvelle en résonance avec notre époque contemporaine ? Yes, I think my characters are trying to envisage the future, trying to create the future, but also constantly engaged in discussions about what a better life and a better world would look like. And I hope that makes the novel relevant for us now, because that's something we're all engaged in. We all think about the future and what the world should look like. But also, I think the concerns of the characters in the book, what were very modern concerns for them, are still our concerns today, about women's rights, about social rights, about gay rights. And what we can see all around the world is first of all, that lots of those rights have never been won in parts of the world. Those battles are still ongoing to claim the rights that we have, but also that those rights, once gained, can also be undermined and taken away. So it feels like the battles my characters are fighting are still being waged in the present. And or for example, something about climate change. I mean, we have never been more focused on the future and the threat of not having a future at all. So in all of those ways, I hope that the novel is able to resonate with now, even while I actually felt very focused on dealing with the 1890s and what my characters were going through. Mes personnages réfléchissent à l'avenir. En fait, ils essayent d'envisager un avenir autre, et cela passe par des discussions qui sont consacrées aux meilleurs moyens de vivre mieux, de vivre dans un monde meilleur. Ils réfléchissent à ce que cela serait, à l'avenir qui est possible. Et je crois que c'est là un trait fondamentalement humain. Tout être humain, en fait, se demande ce que devrait être l'avenir, ce que devrait être la vie que nous devons vivre. Donc, à ce titre, leurs préoccupations sont vraiment très semblables aux préoccupations de notre époque. Il est question de droits des femmes, il est question de droits sociaux, il est question de droits des homosexuels. Ce sont là, en fait, des combats qui continuent, et on voit d'ailleurs que dans certaines parties du monde, ces droits n'ont jamais été
obtenu, jamais acquis, et que dans d'autres parties du monde, il y a de véritables retours en arrière. Donc à ce titre, je trouve que les combats des années 1890 ont un caractère très contemporain. Et j'aimerais aussi donc évoquer ici le changement climatique, qui est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup de nos jours et qui menace en fait d'effacement à l'avenir. Donc je pense que tout en étant de plein pied dans les années 1890, j'ai effectivement réussi à parler de choses qui résonnent fortement avec notre époque. Est-ce que les uns et les autres, vous croyez en la capacité de la littérature à changer la société dans laquelle on vit? Je pose la question parce que, Tom, pour vos personnages, alors il s'agit d'une étude, pas d'un roman, mais ils y croient fort. Ils croient fort au fait qu'ils vont écrire cette étude et que comme ils ont des arguments rationnels, eh bien, les gens ne pourront que être convaincus et adhérer à cette vision de la société qu'ils appellent de leur vœu. Mais après le procès d'Oscar Wilde notamment, ils réalisent que les gens, en fait, ils n'ont pas envie de les écouter, ils n'ont pas envie de ça. Alors j'imagine bien que si vous écrivez des romans les uns et les autres, c'est que vous croyez en cette force qu'a la littérature de toucher les gens, et à travers ce que ça provoque chez les lectrices et les lecteurs, eh bien, d'une certaine manière, eh bien, ça change les choses. Mais voilà, est-ce que les uns et les autres, fondamentalement, vous croyez à ce pouvoir de la littérature? Well, one of the characters in the novel also says, "It's only a book, John. When did a book ever change anything?" And none of us would be in this room if we didn't understand the power of a book to change your life or put you in another person's life for a few hours. So it would be stupid to question the power of literature. But I do believe that the power of literature is to create cultural conversations, to create beliefs and ideas and sympathies, perhaps most importantly, that then need to be translated into political action. There's no point at all just sitting around reading books and not occasionally marching on the streets or putting a cross in the correct box when an election comes around. We have to find a way of funneling creative energy and cultural and intellectual energy into viable political projects, otherwise we'll all be screwed. Oui, l'un de mes personnages dit mais enfin John, ce n'est qu'un livre. Et donc effectivement, depuis quand un livre a-t-il changé le monde? Néanmoins, je suis persuadé que effectivement, nous pouvons, grâce au pouvoir de la littérature, comprendre la vie de quelqu'un d'autre que nous, et que cela nous permet de nous changer, d'évoluer. Donc sans aucun doute, il y a là un pouvoir de la littérature, ce serait absurde d'en douter. Mais en même temps, le pouvoir de la littérature, pour moi, c'est aussi cette façon de lancer des conversations, c'est le fait que des idées sont partagées, et peut-être ce qui est plus important encore, que l'on puisse susciter de la sympathie, de la compréhension. Et puis ensuite, cela ne suffit pas, il faut traduire tout cela en action politique. Donc bien entendu qu'il ne faut pas se contenter de lire des livres, il faut aussi aller manifester, il faut cocher la bonne case quand on vote, etc. Mais je crois que cette énergie créative, elle peut véritablement être mise au service de projets politiques viables. Et d'ailleurs, si on ne fait rien, alors c'est vraiment fichu. Well, I'm forgetting the name of the writer's name, but he's a Spanish writer, and I was just reading about a novel that was published in Spain and covered the horrifying incidents that happened during the dictatorship, which was something that was attempted to be erased. And since that novel, they have now formed what's called a memory committee, or this movement to ensure that people discuss and talk about what had happened. So that's a very tangible example of literature quite literally changing society, especially Spanish society. And then I guess I can quote Gabriel Garcia Marquez, because you can't argue with him. And he says, life isn't what you live, but what you remember. And I'm also really interested in literature being and evoking memory and what's been lived. And if that changes you, I'm actually just interested in it changing me. And then in hope, however I go out into the world, whatever impact
it has, especially as a teacher or as somebody that works at a bakery or as a roommate or flatmate or friend. Literature is always changing me and influencing my interactions. Donc en fait, cette question m'évoque un roman espagnol d'un auteur dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un roman donc publié en Espagne sur les horreurs commises sous la dictature franquiste et qui en fait qui étaient des horreurs que la société espagnole cherchait plutôt à effacer. Et à partir de là, il y a eu des comités mémoriels et un mouvement pour la sauvegarde de la mémoire qui s'est mis en place pour que les gens puissent en parler. Donc ça, c'est un exemple tangible de la façon dont la littérature peut changer la société, en l'occurrence la société espagnole. Et j'ai aussi envie de citer Gabriel García Márquez, parce qu'on ne peut pas contredire Gabriel García Márquez, qui dit que la vie, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce dont on se souvient. Et finalement, la littérature, ça peut être la mémoire de ce qui a été vécu. Et à la limite, si la littérature vous change, vous, en tant que personne, la question du changement politique ou du changement sur la société est moins cruciale, que vous soyez professeur, que ce soit votre coloc ou votre boulanger. Si la littérature vous change en tant que personne, c'est déjà une première étape. I think sometimes when we think about fashioning a queer future, there's a certain kind of political or revolutionary quality to that sort of charge. And sometimes what can be revolutionary is also just making note of how we love and how we find pleasure and how we live amongst our friends and documenting those things, both as a salve against forgetting, but also as a way of inspiring those who kind of stumble upon those experiences later on. I've been reading a lot of Hervé Guibert recently, and Hervé Guibert kind of received a lot of flack when he was initially writing some of his work, The Mausoleum of Lovers, but also some of his shorter texts, Le Chien, for instance, during a time when there was a real, I think, expectation to be writing very political work that was kind of, there was, of course, I think he was receiving pleasure from ACT UP and elsewhere from critics to be sort of a little bit less poetic, a little bit less kind of personal, navel-gazing and so forth. And now coming back to his work, 20, 30 years after his death, there is something quite revolutionary and quite forward-thinking about just documenting what he did, what he cooked for dinner for his friends on a given night, or his experience going out to the bars and the clubs, like Guillaume Dustin as well, documenting in great detail a night at the clubs. There's something, as much as they're documenting the present, they're also creating a space for future dreaming. Je pense que lorsqu'on envisage un avenir queer, il y a une dimension presque politique, presque révolutionnaire. Et quelque part, c'est important de tout consigner, de consigner notre mode d'affection, comment est-ce qu'on aime autrui, comment est-ce qu'on prend du plaisir, comment est-ce qu'on passe du temps entre amis. C'est important de consigner tout ça, pas simplement comme un rempart contre l'oubli, mais aussi comme source d'inspiration pour ceux qui viendront après nous. Récemment, j'ai beaucoup lu Hervé Guibert, qui a été très critiqué à ses débuts, peut-être parce que ses écrits ne correspondaient pas aux attentes de l'époque par rapport au mouvement ACT UP, etc. Le fait est que certains estimaient que ses écrits devaient être moins politisés, peut-être plus personnels, plus introspectifs. Bon, le fait est qu'il est décédé il y a une vingtaine d'années, et pourtant sa pensée et ses écrits restent extrêmement révolutionnaires, d'avant-garde, mais quelque part, ce côté révolutionnaire confine à de tout petits détails, la description très détaillée d'un dîner entre amis, ou lorsqu'il part faire la tournée des bars, parce que quelque part, on est là pour consigner le présent, mais aussi pour préserver un espace pour rêver l'avenir. I was just going to add that we could also think about the absence of literature in the world. And in Britain, we had Section 28 in the 80s, which was introduced when a book was describing a gay relationship in a school. In the States, we have book bans. Again, schools and local libraries are being denied books about gay relationships. So we should also
pay attention always to what political power is afraid of, and the books they don't want us to read, and find means of creating those books and getting them back into people's hands. J'aimerais ajouter quelque chose aussi sur l'absence de littérature, et notamment faire référence ici à l'article 28 qui, dans les années 80, permettait donc de censurer un livre qui parlait d'une relation homosexuelle. Et aux États-Unis, on a l'interdiction pure et simple d'ouvrages qui ne peuvent pas être diffusés auprès d'écoles ou qu'on ne trouve pas dans la bibliothèque locale. Donc je crois qu'il est toujours important de prêter une grande attention à ce qu'on essaye de nous interdire, à ce que les autorités veulent interdire, et de faire en sorte que l'on continue à créer ces récits et à les rendre accessibles. Justine? Yeah, I mean, it's funny because I mentioned Hervé Guibert in the last panel that I was on, and my French pronunciation is so bad that my lovely translator thought that I said Big Bear. Mea culpa. Donc oui, c'est marrant parce que j'ai cité Hervé Guibert dans ma précédente table ronde, et mon accent français est tellement mauvais que mon interprète a cru que je disais Big Bear, le gros ours. Yeah, I kind of forget what the original question was, but I think that yeah. I mean, I think that what I want from a novel, what I want from fiction, often is to be turned on. I want to be, excited in a kind of libidinal way, but also just to kind of have all these questions arise, and I want my curiosity to be piqued. And I don't really want answers or solutions. I don't want a treatise that's like, this is a manual of how we should change the world and see change in society. I just want to feel more alive than I did 5 minutes ago. En fait, ce que je recherche, moi, quand je lis un roman, je veux me sentir enthousiasmée, je veux me sentir excitée, je veux que ça suscite chez moi des questions, que ça éveille ma curiosité. J'attends pas d'un roman qui m'apporte des réponses. J'ai pas envie de lire des traités ou des manuels qui m'expliquent comment changer le monde. Voilà, c'est ça que je recherche dans un livre. And so I think that I try to write, something that has, historical relevance, right? There are definitely kind of messages I'm trying to convey, but I also just really hope that I can turn you on in some way. Et donc j'essaye évidemment d'écrire quelque chose qui a une pertinence historique, qui peut porter un message, mais surtout j'espère que c'est des livres qui vont vous exciter, vous enthousiasmer. Et on va parler évidemment de la façon que vous avez d'écrire, notamment d'écrire des corps désirants, mais peut-être je m'attarde un instant sur les lecteurs que vous êtes. Dans le book club sur France Culture, Tom, il y a quelques jours, vous racontiez, je vais résumer cela et vous pourrez évidemment compléter, mais vous disiez que quand vous étiez ado, il vous avait manqué un livre explicite sur le désir homosexuel, un livre dans lequel vous auriez pu vous reconnaître. Vous disiez que vous aviez grandi dans une époque très homophobe en Angleterre et que vous aviez du mal à trouver une image à laquelle vous vous identifiez. Et donc c'est une question en fait, que je voudrais poser également à Jordan, à Justine, à Kashayar, de savoir est-ce qu'il y a comme ça des livres qui ont été importants pour vous à l'adolescence ou en tant que jeune adulte, ou est-ce qu'au contraire, comme Tom, ça vous a manqué, cette littérature? For me, it's very easy. I moved to New York, so I didn't grow up reading. In our house, there weren't books. But when I was 26, I moved to New York City, and I was told about this book called We the Animals by Justin Torres. And this is a true story. I remember it was very dramatic. It was a thunderstorm happening, as it happens in New York City in the summertime, and I was sitting, maybe many of you will travel and go to the High Line, and I was getting ready to go to an exhibition by David Wojnarowicz, who was a gay activist, a gay artist who passed away of AIDS. So I'm sitting here with this book by Justin Torres, and I'm getting ready to go to this exhibition by this queer artist, and I grew up closeted and afraid. And the opening sentence of We the Animals is we wanted more, and it turned me on to something of being able to write about
me and my brothers also wanting more? Alors, la réponse pour moi à cette question est très facile, parce que quand la maison à laquelle j'ai grandi, je ne lisais pas quand j'étais adolescent, on ne lisait pas beaucoup à la maison, mais quand j'avais 26 ans, je suis parti à New York et j'ai découvert ce livre formidable qui s'appelle Vie animale de Justin Torres. Et c'était une lecture assez dramatique. On était à New York, il y avait un gros orage comme il y en a l'été à New York, et j'étais donc sur la High Line. Je m'apprêtais à aller à une exposition d'un artiste, David Wojnarowicz, qui est un artiste qui était artiste et un activiste de la cause homosexuelle qui est mort du sida. Et donc j'étais là, je lisais le livre de Justin juste avant d'aller à cette exposition. Et moi qui avait grandi, qui était dans le placard, qui avait peur d'avouer mon homosexualité, j'ai lu la première phrase du roman, donc, qui est, je crois, nous en voulions plus, j'imagine, j'espère que Laetitia est là. Et ça a réveillé quelque chose en moi, parce que ça m'a donné envie d'écrire sur moi-même et sur mes frères, et sur le fait que nous aussi, nous en voulions plus, nous voulions quelque chose de plus. Justin, Jordan? I'm too old to return the favor. Yeah, I mean, I think that it, similarly maybe to what Tom was saying, I think that there was a real absence, there's a real hole. I had to desperately seek out queer literature kind of later. It wasn't in the moment that I think it would have saved me most. It just wasn't there. I wasn't exposed to it. I think that when I did, as soon as I could, I read everything. And I read David Wojnarowicz. I read just kind of everything and anything I could get my hands on. And my life is definitely dedicated to reading and seeking out and promoting queer literature. There's a writer that I talked about just recently, Gil Quadros, who died of AIDS quite young, and he wrote a book that's half short stories and half poetry, and it's everything he had in him kind of before dying at 33 with AIDS, and it's incredibly important to me. It's a very meaningful book to me. Alors malheureusement, je suis trop âgée pour rendre le compliment, mais oui, je dirais plutôt que je suis dans la même situation que Tom, et qu'en grandissant, j'ai vraiment vécu cette absence comme un gros manque de références dans lesquelles me reconnaître. Et donc, plus tard dans ma vie, j'ai vraiment recherché très intentionnellement une littérature queer que je pouvais lire. Et si j'avais trouvé ça quand j'étais plus jeune, ça m'aurait vraiment sauvé la vie. Mais je n'ai jamais été exposée à ce genre de texte. Et dès que j'ai pu le faire, j'ai vraiment lu tout ce qui me tombait sous la main. J'ai vraiment activement cherché des textes. J'ai beaucoup lu justement David Wojnarowicz aussi, dont on vient de parler. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gil Quadros, qui est un écrivain qui est mort du sida très jeune, et qui a écrit un livre qui est moitié nouvelle, moitié poème. Et il est mort ensuite à 33 ans donc du sida, et c'est vraiment un livre que je trouve formidable. Jordan? Well, I have to plug a fellow Canadian, not that she needs any plugging, but Anne Carson's autobiography of Red just hit me at the right moment in time. I don't know if it has the same kind of readership here, autobiography of Red, but it felt like she was naming something at the time, Anne Carson, that I could not name myself, and my desire for my high school best friend. It was like a very powerful, I think it just captures infatuation, maybe queer infatuation, in a way that felt really red and pulpy, fleshy, and also very lyrical in a way. Her use of form was so playful and subversive. Je vais saisir l'occasion qui m'est donnée pour faire un petit peu de pub pour une amie canadienne, non pas qu'elle ait besoin de pub, mais il s'agit d'Anne Carson. Anne Carson qui a publié l'autobiographie du Rouge. Et je pense que c'est un ouvrage qui m'est tombé entre les mains au bon moment, pile poil, car elle a trouvé les mots pour décrire ce désir que j'éprouvais
quand j'étais au lycée pour mon meilleur ami, et elle a su mettre les mots sur ce béguin, sur cette infatuation qui, voilà, par la couleur rouge, justement, un désir quelque part ludique, lyrique et subversif. Tom, j'ai tout dit. Vous voulez ajouter quelque chose? At the risk of being crude, I feel like there's a version of this which is, what's the book that first gave you an erection? And maybe you should translate that. But Bon, alors pardonnez-moi de trivialiser les choses, mais peut-être que la question c'est en fait quel est le premier livre qui vous a fait bander? And I think that for me there's a bisexual character in Pat Barker's trilogy about the First World War. I don't know how well known it is in France. And it's just very hard to have a physical response to a sex scene in a book. And as a closeted person who really didn't feel that I was gay or didn't really know what that meant because it had been framed in such overwhelmingly negative terms, it's a very interesting moment when the written word can bring you into a physical response that then creates a moral response or a personal dilemma, and that's an amazing thing that literature can do. So I think that was the book for me that set me on a journey, because you can't argue with your body, which is ultimately the lesson of all gay experience. And I think later on, I think the writer Alan Hollinghurst showed me how you can create, beautiful sentences out of sexual experience, how you can create, beautiful, beautiful language, and you can clothe that experience in words in a way that elevates it, creates art out of it. Le premier personnage qui m'a fait cet effet est un personnage bisexuel dans la trilogie Barker de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est connu en France. En tous les cas, la question c'était comment avoir une réaction à une scène de sexe dans un livre. Et donc il faut imaginer que j'étais un jeune homme gay dans le placard et que l'homosexualité ne m'était connue que dans des termes extrêmement péjoratifs. Et donc en lisant cette scène, effectivement, il y a eu une réponse physique qui ensuite m'a amené à réfléchir à ce que ça voulait dire sur le plan moral, m'a fait prendre conscience d'un dilemme. Et quelque part, c'est ça le miracle de la littérature, c'est que cela peut susciter une réaction des sens. Or, notre corps a quelque part toujours raison. On ne veut pas se disputer avec ce que nous dit notre corps. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs peut-être la leçon à retenir de toute expérience gay. Puis, Alan Hollinghurst est aussi devenu un modèle et m'a montré comment on peut en fait faire des phrases belles en parlant de sexe. Comment en fait on peut en parler de manière belle, élever la chose, en faire quelque chose qui est de l'art. On va parler dans quelques instants, et ce sera notre façon de conclure, de la façon d'écrire le corps, d'écrire le désir. Mais juste avant cela, Justine, on a évoqué différentes références ces dernières minutes. Votre roman est rempli de références à d'autres œuvres littéraires. Alors, je ne vais pas faire comme si je l'avais remarqué, mais j'ai lu dans un entretien que la première page de votre roman était identique à celle de Pedro Páramo de Rulfo. C'était important pour vous d'inscrire la notion d'héritage à la fois dans le discours, et on a parlé de l'étude sur laquelle vont travailler Rohan et votre narrateur, mais aussi dans le corps même de votre texte. Et je parlais de l'aspect composite du roman. Il y a aussi à la fin des notes, beaucoup de notes qui font complètement partie du roman, de son univers romanesque. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez pensé ce récit? Yeah, it's a crazy book. The structure is very hard to describe. Thank you for for describing it. There are pictures, there are these kind of archival documents, and it's also very much, it's full of these literary allusions. And yeah, the first page is evoking Pedro Páramo, which is a book by this author Juan Rulfo. It's a book I absolutely love, and what I love about it is that it takes
you into this kind of liminal space, this kind of purgatory underworld, and it does it very gently. And I wanted the reader, as they were reading my book, and it moves out into the desert, I wanted it to be kind of dreamlike and you to be unsure about whether you're in a real or imagined place. I'll pause there. Merci d'avoir décrit la structure du livre, parce que parfois c'est pas évident à décrire. Effectivement, il y a tout un mélange dans le livre avec des images, des photos, des documents d'archives, des citations littéraires. Et effectivement, donc le livre s'ouvre avec une citation donc de ce livre. What's the book you? Pedro Páramo, qui est un livre que j'aime beaucoup. Et mon idée, c'était vraiment de créer un espèce d'espace liminal en début du livre, avec une évocation d'un espèce de purgatoire, des bas-fonds, un espèce de monde comme ça un peu... oui, voilà, cette espèce de purgatoire, et de faire ça graduellement et en douceur. Donc on progresse, le récit arrive dans le désert, et je voulais créer l'impression d'une scène dont on ne sait pas bien si elle est rêvée ou si elle est réelle. But the book is much more indebted to another incredibly queer book called Kiss of the Spider Woman by Manuel Puig. And much of the structure of my book I'm taking from Puig. And that is an incredible book about two men imprisoned in a cell in Argentina, one of them for being queer and the other for being a Marxist revolutionary. And they just talk. In my book, it's just two men in a room alone, just talking, and one of the things they do is they narrate these elaborate film plots. And if you haven't read Kiss of the Spider Woman, just run and get it. It's incredible. Yeah. Mais surtout, mon livre, c'est vraiment un hommage à un livre queer auquel je tiens beaucoup, qui est Le baiser de la femme araignée de Manuel Puig, et dont j'ai emprunté la structure finalement. C'est un livre qui met en scène deux hommes qui sont dans une prison en Argentine, un qui a été emprisonné parce qu'il était gay, un qui est un révolutionnaire marxiste, et pendant tout le livre, c'est la conversation entre ces deux hommes, ils parlent, et donc mon roman Blackouts, de même que celui-ci, il s'agit de deux hommes qui sont enfermés dans une chambre et qui parlent, et on suit leur conversation. Et en tout cas, si vous n'avez pas lu Le baiser de la femme araignée, je vous invite à vraiment courir l'acheter et à le lire, parce que c'est un livre incroyable. Et est-ce que vous aviez un titre secret quand vous travailliez sur votre roman? You know, not for this book. This book was always called Blackouts because it's so central to what happens in the book in so many ways. But my first book, We the Animals, my original title was called Breeding, which I thought, see, this is the response. Yeah, I thought it was really great because I thought it had these connotations of like good breeding and being well bred, and also this kind of breeders, heterosexuals, you know, like I thought it had all this stuff. But my editor hated it, and people are just like, it sounds like dogs fucking in a cage. Alors non, pour Blackouts, le titre a toujours été celui-ci. C'était vraiment le thème du blackout, de l'effacement, qui était central dans le livre. Par contre, pour Vie animale, j'avais un autre titre à la base qui était Breeding. Alors breeding en anglais, ça veut dire un élevage, élever quelqu'un. Donc ça fonctionnait bien parce qu'il y avait la question de comment on élève les enfants, être bien élevé, etc. Mais il y avait aussi le terme d'argot breeders, qui est un terme qui est utilisé pour désigner les hétérosexuels, ceux qui font des enfants. Donc voilà, il y avait ce double sens. Mais mon éditeur a détesté le titre. Il disait qu'il avait l'impression que ça évoquait deux chiens en train de forniquer dans une cage et que ça passait pas du tout. Puisqu'on parle oui. I don't know if I would have read it sooner or later. Je ne sais pas si ça m'aurait donné envie de le lire avant ou après, du coup. Puisqu'on parle de fornication, évoquons des scènes de sexe. Peut-être justement, Tom, votre roman s'ouvre avec une scène de sexe, un rêve. Et vous disiez tout à l'heure, il y a des livres qui m'ont permis de me dire qu'on pouvait décrire ces scènes-là, écrire quelque chose de puissant à cet endroit-là, en faire quelque chose de beau. Et Jordan, je vous entendais dire dans un entretien que vraiment le corps était un des moteurs de votre écriture, que la façon
dont sa capacité au désir est régie, est un des moteurs très forts de votre écriture. Donc j'aimerais pour terminer cette rencontre, parce qu'il est malheureusement déjà presque temps de nous quitter, peut-être que vous nous parliez de ce rapport au corps, au désir dans l'écriture. Qu'est-ce que cela implique de particulier d'écrire le désir? Quelle volonté est-ce que vous avez quand vous écrivez ces scènes, justement, de se dire on ne les a pas assez lues, on ne les a pas assez vues, donc comment est-ce qu'on réussit à rendre compte de la puissance de ces moments-là? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot très libre, je vous laisse prendre la direction que vous voulez, par rapport à au corps, au désir et à l'écriture? Well, I'll say when I was writing The Listeners, I was living in London at the time. All my sources of income dried up because there was no theater happening. So all these productions were closing down and shutting down. So I was mostly working, doing fetish escorting. We were doing sex work in London. And it was a time in my life when I was also involved in a lot of chemsex. And both of these activities in my life had, of course, a great deal of pleasure associated with them and discovery, and also a great deal of self-destruction. And as I said earlier, kind of a certain sort of obliteration of self. À l'époque où j'écrivais mon roman, Infrason, le titre d'origine, The Listeners, j'étais à Londres. Et toutes mes sources de revenus s'étaient taries parce que tous les théâtres étaient fermés. Et donc, pour gagner ma vie, j'étais travailleur du sexe. Et plus spécifiquement, avec une tendance fétichiste. Donc, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Et dans le cadre de mon travail, je prenais des drogues. Ce qui venait amplifier le plaisir. Donc, il y avait toute une dimension découverte dans ce travail, mais aussi toute une dimension d'autodestruction. On en revient toujours à l'oblitération du soi. And so I think with Claire's story, she is also, I mean, I see it now, especially in retrospect, very much as an allegory for this kind of moment in my life, in this journey that she's on towards a kind of total reckoning, and also a kind of total destruction of her life. But at the other side of that, there being some kind of discovery worth making. Pour en revenir à mon personnage, Claire, avec le recul, je m'aperçois qu'elle représente une allégorie pour cette époque de ma vie. Parce que c'est un parcours qui, quelque part, mène inévitablement au jugement dernier. C'est un parcours d'autodestruction, tout en étant un parcours d'autodécouverte. I could speak. I know I'm speaking quite abstractly about the plot of the book, but I do think that the body as the site of the event and pleasure is something that I keep coming back to in my work. And but bon, I won't say more than that. Je suis désolée de parler de façon très abstraite parce que j'ai pas pu décrire l'intrigue du livre, mais c'est vrai que pour moi, le corps, c'est le site, c'est le locus du plaisir et c'est le point focal de mon travail. Et je m'arrête là. Vous le découvrirez en lisant qu'effectivement ces bourdonnements vous amènent à s'interroger et comment est-ce qu'on peut vibrer ensemble pour avoir notamment des orgasmes prolongés. Peut-être que les uns et les autres, si vous pouviez justement dire un mot de cette écriture, soit de l'écriture même de ce désir, de ce rapport au corps, ou bien la façon dont le corps est engagé dans l'écriture de vos textes. I think it comes back to that, for me, the thing I said earlier, which is I'm really interested in what it means to argue with your own body, to wrestle with physical impulses. And I think growing up as a gay man, that's what you're doing. Your body is telling you one thing, and your mind, if you're closeted, is telling you another. And that can be extrapolated to cover all sorts of people in all sorts of places. But I find that a kind of real driver of tension and drama, this struggle to master one's physicality. Because it is a struggle, and I like the idea of the body always existing
under words, under social life, and forcing action, that you can't run away from it because you're stuck inside it. That's a really interesting human problem, and it's right at the core of our experience. Oui, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit plus tôt, à savoir que notre corps a toujours raison. Il n'y a pas moyen de donner tort à notre corps. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est cette lutte, en fait, comment résiste-t-on à un besoin physique? Comment faire quand notre corps nous dit que nous souhaitons une chose, alors que notre esprit nous dit qu'en fait, on souhaite autre chose? Et à partir de cette situation, de cette tension, on peut extrapoler. Et ce qui m'intéresse, donc, dans ce schéma, c'est la potentialité de tension, de drame. Et donc, je crois qu'apprendre à maîtriser cette physicalité est quelque chose de passionnant. Notre corps, il existe toujours sous une couche de mots, sous une couche de convenance sociale. Et notre corps, nous ne lui échappons pas. Nous sommes toujours avec lui. Donc, je pense qu'il y a là un problème humain fondamental et vraiment passionnant qui est au cœur de toutes nos expériences. You know, I teach creative writing, and I'm always trying to get my students to write more about sex. I think that it's so important to engage with sex and write about sex and sexuality in literature. I mean, it's a little bit dangerous, again, as I get older, to just be like, give me your sex stories, kid. But I worry sometimes about a turning away from sex and sexuality in literature. I think especially, maybe it's a particularly American thing, but I think there's something about this young generation that I'm watching them kind of avoid sexuality in concrete, or in terms of the body, right? They'll talk about it in abstract terms, but not actually. They don't want to portray what happens when two people come together, or more than two people, and try to excite one another. Moi, quand j'enseigne la création littéraire, j'encourage mes étudiants à écrire sur la sexualité, sur le sexe. Alors évidemment, ça devient un peu dangereux à mesure que je prends de l'âge, d'être là à dire à mes jeunes étudiants « racontez ma vie sexuelle », c'est un peu dangereux, mais je trouve que en ce moment, la littérature s'éloigne un peu du sexe et que la jeune génération évite d'écrire de manière concrète ce qui se passe, ce qui arrive au corps, et écrit sur le sexe de manière très abstraite et ne cherche pas tant à explorer ce qui arrive quand deux corps ou plus se rencontrent. Keshayar, peut-être d'une manière générale ou par rapport à votre personnage, comment est-ce que, je racontais tout à l'heure, vous racontez la première masturbation, il y a aussi la première fois que votre narrateur se trouve en contact avec la peau de Johnny dans une baignoire. Comment est-ce que vous appréhendez l'écriture de ces corps désirants et comment est-ce que ça engage aussi en tant qu'auteur son propre corps, et comment est-ce que c'était vraiment un enjeu particulier, ces scènes-là? Yeah, I love what Justin said, and it reminds me of, I was listening to an interview that's really important to me with James Baldwin, and he was talking about how if you cut off a person's relationship to their sexuality, to their body, then that person doesn't have a chance to have a relationship with any other part of their identity. And so whether that's your gender or your race or your ethnicity or your class, it starts in the body, and that's something, especially in the novel, Kay goes through this horrifying experience with his father in regards to his body. And I really admire that scene in the bathtub where, even though he has every reason to fear his body and fear the body of another boy or another man, he still insists on it. And I think that was sort of speaking to what James Baldwin said, was of course Kay is not articulating that, but I think he understands that if I don't attempt this, I don't stand a chance ever having a relationship with this part of my life. Oui, j'aime beaucoup ce que Justin vient de dire, et ça m'a fait penser à une interview célèbre de James Baldwin qui dit que si on rompt la relation d'une personne à son propre corps, alors il n'y a aucune chance que cette personne puisse entrer en relation avec les autres parties de son identité, que ce soit son genre, sa race ou sa classe. Ce sont des phénomènes qui de toute façon s'ancrent dans le corps. Dans le cas de Kay, dans le roman, il commence par subir une
une expérience atroce avec son père de violence sexuelle. Et finalement, cette scène dans la baignoire avec Johnny, il a toutes les raisons de craindre son propre corps et de craindre le corps de ce garçon, de ce jeune homme. Et pourtant, il insiste pour surmonter ça. Et ça renvoie finalement à ce que dit Baldwin, même si Kay ne le comprend pas lui-même. Il a l'intuition que s'il ne fait pas ça, il n'a aucune chance de pouvoir conserver ce lien avec cette partie de sa vie et de son identité. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés lors de cette rencontre. Merci beaucoup d'être venus nous parler de vos 4 romans. Merci.